Et si j'arrête d'intervenir, si je suis simplement présent, c'est extraordinaire toute l'information qui peut émerger à la conscience de la personne ou du patient que j'écoute. Tout le système éducatif est à revoir entièrement. Comment est-ce possible que notre société n'a pas encore pensé à donner des cours sur l'écoute alors qu'on sait parfaitement le pouvoir et la puissance de l'écoute sur le développement de la personne? Tu sais, j'ai reçu en tant que thérapeute de nombreux couples en thérapie et j'ai vu que la plupart des difficultés, c'est que les conjoints ne s'écoutent pas, ils ne s'entendent pas, au sens de ce qu'ils ne se comprennent pas, ils se crêpent le chignon. Votre partenaire vous raconte sa journée. Un collègue vous expose ses vacances. Votre ami vous partage ses projets les plus fous. Ou encore votre enfant revient de l'école plein d'histoires à raconter. Toutes ces situations ont un point commun. Elles sont toutes considérées comme des relations humaines. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache derrière ces échanges ? Un pilier essentiel et souvent sous-estimé, l'écoute. Dans notre société hyper connectée, où les notifications fusent de toutes parts, où le multitâche est devenu la norme, où nous sommes constamment sollicités par 1001 distractions, l'art de l'écoute semble s'évanouir peu à peu. Pourtant, cette compétence fondamentale demeure l'un des cadeaux les plus précieux que nous puissions offrir à autrui. L'écoute transforme nos relations, elle les nourrit, les approfondit, les enrichit d'une dimension humaine irremplaçable. Alors qu'est-ce que l'écoute ? Et pourquoi est-elle la base de toute relation ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Et pour y répondre, je suis ravi de recevoir Clément Audiquet. Bonjour Clément, alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, alors, ça c'est une question difficile, hein. C'est difficile de parler de soi. Alors écoute, puisqu'on va parler d'écoute, je vais choisir l'écoute comme fil rouge. Je crois que mon intérêt pour ce thème de l'écoute vient de mon enfance. En fait, c'est cette histoire d'écoute qui a fait que je suis devenu psychothérapeute. J'ai commencé ma vie professionnelle en politique, figure-toi, et c'est quand j'ai commencé à m'écouter que j'ai écouté mon vrai désir, que j'ai quitté ce milieu et que j'ai entrepris une reconversion professionnelle. Et c'est aussi parce que j'ai écouté la voix de l'amour que je suis parti vivre à l'étranger, au Mexique, pendant plus de 20 ans. Et finalement, c'est aussi l'écoute de la nostalgie de la France qui a fait que je suis revenu en France il y a quelques années. Et voilà, maintenant je suis responsable d'un institut de formation à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, ACP France. Et figure-toi que l'écoute est au cœur de cette école de thérapie, de l'approche centrée sur la personne, c'est-à-dire vraiment l'un des plus importants courants de la psychothérapie humaniste. En préparant cet épisode, je me suis demandé comment t'en es arrivé là. Est-ce que c'est justement le manque d'écoute, la non-écoute qui t'a mené jusqu'ici ? Oui, c'est exactement ça. Quand j'étais jeune, je crois que j'ai expérimenté la non-écoute. Je pense que c'est pour ça que je suis devenu thérapeute. Finalement, je me suis réparé en écoutant les autres à travers ce métier de thérapeute. C'est à partir de nos failles, tu sais, que jaillit la lumière, comme on dit. Et je pense que toute mon enfance, dans le fond, a été faite de non-écoute, surtout à l'école, mais aussi chez moi, dans ma famille. Tu sais, les parents sont tellement pris par leurs propres problèmes, le stress de la vie quotidienne, leurs soucis, qui sont pas du tout disponibles pour écouter leurs enfants, bien souvent. Et je pense qu'en tout cas dans mon cas, je n'étais pas écouté. En tout cas, c'est la sensation qui me reste, c'est celle d'être resté tout seul avec mes questionnements d'enfant et de ne pas avoir eu la possibilité de partager toutes mes interrogations. Je ne me suis pas senti entendu ni compris. Parce que je crois que l'écoute sert à comprendre l'autre, et se sentir compris, c'est quelque chose d'extraordinaire. Personnellement, je n'ai jamais eu cette sensation lorsque j'étais enfant, et encore moins durant mon adolescence. Je ne me sentais ni compris, ni vu, ni entendu. Et oui, je pense qu'en fait, mes parents étaient trop préoccupés par eux-mêmes, par leurs difficultés relationnelles, pour avoir de l'énergie disponible pour écouter leurs enfants, les écouter vraiment. Tu sais, je crois vraiment que l'écoute, c'est être attentif à l'autre. Mais pour prêter attention à l'autre, pour donner une véritable attention, il faut déjà être disponible intérieurement. Il faut avoir créé de l'espace à l'intérieur de soi. Et je pense que comme beaucoup d'enfants, je n'ai pas reçu cette attention. Peut-être qu'elle a existé, mais en tout cas, moi personnellement, je ne l'ai pas perçue. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été vraiment écouté, et encore moins à l'adolescence. L'adolescence,
C'est un moment difficile, car c'est une période où l'adolescent ne se sent pas bien dans sa peau, il a souvent besoin d'être entendu, écouté, mais en fait il ne veut pas l'être par n'importe qui. Il a besoin de se sentir en confiance. Et si la confiance ne s'est pas construite auparavant avec ses parents, il ne va pas avoir envie de se confier à eux. Si d'ailleurs ces derniers sont disponibles, car bien souvent les parents évidemment ne savent pas quoi faire pendant l'adolescence, ils se sentent totalement démunis, peut-être aux prises avec leur propre adolescent intérieur qui lui non plus n'avait pas été écouté à l'époque et qui s'était senti seul. Alors évidemment, tu vas me dire, c'est le cas de beaucoup d'enfants. Ils ne sont ni écoutés ni vus en tant que personne. Et c'est vrai, c'est malheureusement souvent le cas. L'enfant n'est pas vraiment écouté, car la plupart du temps, l'enfant ou l'adolescent est écouté et vu, mais à travers le projet de ses parents. Et eux, ils veulent que tu sois un bon élève, que tu aies de bonnes notes, que tu réussisses dans la vie, que tu aies un bon métier, etc. Et c'est donc cela que les parents veulent voir et entendre. Et en fait, ils n'entendent pas vraiment la vérité de l'enfant, de ce qui se passe pour lui. La plupart du temps, ils voient leur enfant à travers ce projet, leur projet. Et ils n'entendent vraiment pas, ils n'entendent, disons, que ce qui rentre dans ce projet. Ou alors, ce qui en sort, ce qui sort des lignes qui sont tracées dans l'esprit des adultes. Figure-toi qu'à l'école, dans mon cas, c'était terrible. J'étais assez malheureux parce que j'étais ce qu'on appelle un mauvais élève, dissipé, je n'arrivais pas à me concentrer. Et par conséquent, à l'époque, je me retrouvais très souvent à la porte, dans le couloir. Mais en fait, je ne savais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi je me retrouvais régulièrement à la porte de la classe, ou parfois même j'étais envoyé au coin. Je n'ai jamais compris non plus pourquoi on me tapait sur les doigts avec une règle en fer. Pourquoi j'avais des heures de colle tous les samedis quand j'étais au début du lycée. Mais tu sais, ce qu'on appelle être un mauvais élève, un élève dissipé, ou un élève comme je les appelle les pourrait mieux faire, tu sais, comme sur les bulletins, ce n'est pas du tout une expérience agréable. C'est comme, c'est même plutôt, j'ai vécu une sorte de détresse, je pense. Comment est-ce possible que personne ne m'ait jamais demandé ce qui se passait? Quelqu'un qui se mette à l'écoute de ce que je pouvais ressentir. J'étais régulièrement renvoyé au bureau de la directrice. Elle aurait pu essayer de m'écouter, de me faire parler, mais non, jamais. Je crois qu'elle devait me faire la morale. Bon, tu vois, en tout cas, je ne me souviens pas du tout de ce qu'elle me disait. Mais dans le fond, je n'ai jamais été entendu dans cette détresse. Et durant toute cette période, c'est évident que personne, ni chez moi, ni à l'école, a essayé de comprendre ce qui se passait et de m'entendre, de m'écouter. Pourtant, je peux te dire que je suis sûr que si j'avais reçu une oreille attentive, une personne qui s'intéresse réellement à mon vécu, si quelqu'un avait essayé de comprendre ce qui se passait en moi, je pense que les choses auraient été différentes pour moi. Je me serais senti soutenu, ça m'aurait aidé à comprendre mon expérience, pourquoi je m'ennuyais en classe, pourquoi mon esprit s'enfuyait ailleurs, pourquoi je n'arrivais pas à me concentrer, pourquoi j'étais dissipé. Finalement, j'étais complètement inadapté au système scolaire, ou alors c'est l'inverse, le système scolaire qui n'était pas adapté à moi, j'en sais rien. Mais je suis sûr qu'une personne qui m'aurait écouté m'aurait permis d'y voir plus clair. Cela m'aurait en tout cas aidé à comprendre ma problématique. Tiens, avant de continuer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la non-écoute ? Alors, la non-écoute, c'est faire semblant d'écouter. Je pense que c'est écouter l'autre, mais à partir de son propre filtre. J'écoute l'autre, mais à travers un filtre, celui du projet que j'ai sur lui, ou alors avec le filtre de ce que j'ai envie d'entendre. Ou alors, c'est encore plus fréquent, j'écoute l'autre, mais à travers de ce que j'ai envie de dire ou de répondre. C'est aussi écouter à travers le filtre de mes propres opinions. Parce que souvent, j'ai envie d'entendre la confirmation de ma propre opinion chez l'autre. Brassens leur raconte une anecdote très intéressante à ce sujet. Il a été écouté par un journaliste qui, à travers ses questions, dirigeait l'entretien. Et à un moment donné, Brassens s'est énervé et lui a dit « Mais arrête de vouloir avec tes questions le Brassens que tu as en tête. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne vas rien savoir de moi. Tu veux seulement du Brassens. » C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on voit bien là que le journaliste en fait avait une idée de ce qu'il voulait et du personnage qu'il voulait dresser et le portrait qu'il voulait faire. Alors, un des filtres, selon moi, les plus nocifs, c'est écouter l'autre en sachant ce qu'il va dire, en supposant
que je connais l'autre et en supposant que je sais ce qu'il va me dire. Dans les couples, c'est classique quand ils discutent. Mais bon voilà, au bout de 20 ans, 30 ans de vie commune, les personnes ne s'entendent plus, ne s'écoutent plus parce qu'elles savent pertinemment ce que l'autre va répondre exactement. Les querelles sont automatiques, presque enregistrées comme sur un disque. Le dialogue est quasi millimétré. Chacun pense connaître la réponse du conjoint. Donc chacun écoute en préparant sa réponse ou alors l'attaque suivante. Dans le fond, bien souvent, les personnes n'écoutent pas car elles sont en train de réfléchir à ce qu'elles vont répondre. Donc pour répondre à ta question sur la non-écoute, c'est aussi de ne pas écouter ce qui se vit dans ce que me raconte l'autre. C'est ne pas écouter les sentiments qui existent derrière la parole. Et pourtant, dans le discours de la personne, il y a toujours des sentiments qui sont là, présents dans le récit de l'autre. Et c'est ça aussi qu'il faut aussi écouter. Quel est le sentiment de la personne lorsqu'elle raconte quelque chose ou qu'elle partage une expérience ? Parce qu'en fait, c'est ça le plus important. Il y a évidemment le contenu, bien sûr ce que l'autre me raconte, mais il y a aussi comment elle le vit, comment elle le sent, comment elle l'expérimente. Voilà, c'est ça. Et finalement, il y a peu de personnes qui écoutent ce monde sous-jacent derrière le récit. Comme tu disais très bien dans ton introduction, par rapport aux réseaux sociaux, on est dans un monde hyper connecté. Mais dans le fond, on n'a jamais eu autant de non-écoute, de mal-écoute, parce que les posts, les commentaires sont totalement réactifs, ce sont des réactions émotionnelles, immédiates. Il n'y a plus le temps de la réflexion. On ne prend plus le temps de laisser infuser puis de réfléchir à la réponse. Comme autrefois, là, on va dire que je suis un boomer, mais quand on répondait à un courrier, on recevait la lettre, on la lisait, on la laissait traîner sur le bureau, puis un beau jour, on prenait le stylo pour répondre, parce que la réponse était prête, elle était mûre. Dans le courrier, dans la lettre écrite, manuscrite, qui en plus englobe l'aspect kinesthésique de l'écriture, l'aspect réflexif, il y avait aussi le temps de la réponse. Donc là, il y avait le temps d'une véritable ingestion de l'information, une assimilation, et c'est là-dessus qu'on pouvait baser un dialogue avec autrui. Et aujourd'hui, sur ces réseaux sociaux, mais il n'y a plus de dialogue possible. Ce sont des échanges de réactions émotionnelles, totalement réactifs, dans l'immédiateté, des opinions toutes faites qui sont assénées et qui ne laissent place à aucune réflexion. Donc effectivement, la non-écoute sur les réseaux sociaux, c'est terrible, comme tu le disais tout à l'heure. Bon alors là, on a parlé de la non-écoute, mais est-ce qu'il y a quelqu'un finalement qui s'est intéressé à l'écoute ? Bien sûr, la personnalité la plus connue qui a vraiment travaillé sur l'écoute, c'est Carl Rogers, un psychologue nord-américain. À partir des années 40, Carl Rogers a fondé une approche qu'on appelle l'approche centrée sur la personne. Et l'approche centrée sur la personne est vraiment basée sur l'écoute du client, du patient ou de la personne en général. Parce que Carl Rogers a découvert quelque chose d'incroyable. Et pourtant d'un immense bon sens. Dans les années 40, figure-toi, il était conseiller psychologique, c'était un psychologue, et comme à l'époque, il recevait des jeunes en difficulté, et leurs parents. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, dans les années 40, les psychologues étaient surtout des conseillers. Ils donnaient des réponses toutes faites, sous forme de conseils. Et un des apports fondamentaux de Carl Rogers, c'est qu'il a découvert qu'en fait, en écoutant ses patients, tout simplement en écoutant et en s'abstenant de donner des conseils, c'est alors qu'il se passait quelque chose de vrai. Il y avait des choses nouvelles qui émergeaient chez la personne. Elle trouvait des solutions à ses problèmes, toute seule. Et là, c'est avec ça qu'il a découvert le pouvoir de l'écoute. Et figure-toi, Charlie, que j'ai découvert exactement la même chose avec des étudiants en master de psychologie. Je donne des cours à la fac de psycho. Eh bien, j'ai donc en face de moi des étudiants qui sont formatés pour intervenir très régulièrement vis-à-vis des patients. Et comme ils sont formés à la psychologie conventionnelle, évidemment, on leur a appris à mettre en place des stratégies de traitement, des protocoles de soins, etc. Et alors, quand je commence mes cours de psychothérapie humaniste et que je leur enseigne les concepts de l'approche centrée sur la personne, en fait, quand j'essaie de leur enseigner à écouter leurs patients et d'être à l'écoute, et donc, dans le fond, de laisser tomber leurs idées sur ce qu'ils doivent dire ou ce qu'ils doivent faire,
alors je peux te garantir, ils découvrent des choses extraordinaires. Leur patient leur dit des choses qu'ils n'avaient jamais dites auparavant. L'autre jour, un étudiant me disait encore « Mais c'est incroyable, quand je me tais, quand je suis à l'écoute, mais c'est totalement incroyable tout ce qui peut émerger chez l'autre. J'arrive pas à y croire. » Et effectivement, les étudiants découvrent un monde totalement insoupçonné. Car oui, même en écoutant en silence, il y a des choses qui émergent. Et si j'arrête d'intervenir, si je suis simplement présent, c'est extraordinaire toute l'information qui peut émerger à la conscience de la personne ou du patient que j'écoute. C'est intéressant l'exemple que tu as pris parce que quand tu dis écouter en silence, ça paraît simple dit comme ça, et en même temps je me rends compte que l'écoute, c'est pas si facile, c'est que c'est plus profond que ça en a l'air. Oui, tu as raison, l'écoute, c'est quelque chose de très, très, très profond. Alors, puisque tout à l'heure, nous avons parlé de la non-écoute, comme le fait d'avoir un projet sur l'autre, mais alors effectivement, l'écoute, la véritable écoute, c'est quoi, du coup ? Eh bien, c'est justement enlever ces filtres, tous les filtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Enlever les filtres, c'est, dans le fond, mettre entre parenthèses tout ce qui vient parasiter mon écoute. Comme tu dis, c'est me rendre totalement disponible à l'autre. En fait, notre écoute, dans l'approche centrée sur la personne, est ce qu'on appelle phénoménologique. Ça veut dire que c'est une écoute qui appartient à la démarche phénoménologique, qui a été développée par les philosophes phénoménologues comme Husserl ou Merleau-Ponty. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on parle de phénoménologie ? Eh bien, on va évoquer la règle qu'on appelle la règle de l'époquet. Cela signifie justement de mettre entre parenthèses tous mes préjugés, mes présupposés, mes opinions, mes interprétations, toutes mes envies d'orienter le propos. Et c'est vraiment une mise entre parenthèses de tout ça. Je mets tout ça de côté pour rester en contact avec ce que veut me dire mon interlocuteur, et non pas tout ce qui me vient à l'esprit. Et je pense qu'effectivement, pour répondre à ta question, la véritable écoute est phénoménologique. C'est elle qui permet une écoute de l'autre dans son entièreté, sans préjugés, sans attente, sans filtre, sans projet. Dans le fond, c'est une écoute centrée sur la personne. Voilà. Alors ça s'oppose, tu as compris peut-être, à une écoute interprétative. Parce que figure-toi que la plupart du temps, nous n'écoutons pas, ou plutôt, nous écoutons l'autre dans une perspective interprétative. C'est-à-dire que nous ne cessons d'interpréter ce que nous dit l'autre, à travers ma propre grille de lecture, à travers mes propres opinions, à travers mon propre regard. En fait, c'est un filtre que j'ai mis sur mes oreilles. Ce que l'on cherche dans l'écoute phénoménologique, c'est écouter l'autre sans tout ce fatras des pensées qui viennent nous parasiter. Et c'est pour ça que c'est une activité extrêmement complexe. Tu disais que Carl Rogers avait inventé l'approche centrée sur la personne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Tout d'abord, je voudrais mentionner que l'approche centrée sur la personne, c'est une psychothérapie qui appartient au courant humaniste. Alors, quelles sont les prémices fondamentales de cette approche ? La première conviction, c'est qu'il existe un noyau positif chez chaque être humain. Et le deuxième postulat, c'est que nous, en tant que thérapeutes humanistes, nous considérons que l'être humain est en transformation constante, que la personne est toujours en train de se développer. Il y a une tendance chez tout être humain qui le pousse à s'actualiser, c'est-à-dire à réaliser son plein potentiel. C'est ce qu'on appelle la tendance à l'actualisation ou la tendance actualisante. C'est-à-dire, dans le fond, un élan, une énergie vitale qui pousse la personne à se réaliser. Alors, réaliser, ça vient de réel. Donc, se réaliser, ça signifie devenir réel, une personne, une vraie personne, une personne réelle. Et l'objectif de la thérapie, c'est exactement ça, de favoriser cette tendance à la croissance, de favoriser le développement de la personne pour qu'elle devienne de plus en plus authentique. Alors, la question qu'on peut se poser, dans le fond, c'est comment stimuler ce processus de croissance. Et ça, c'est le grand apport de Carl Rogers. Il a découvert qu'il suffit de créer un climat spécifique, on va appeler ça un climat facilitant, qui va permettre à la personne de s'actualiser et de dépasser ses souffrances, de dépasser ses contradictions, de s'intégrer, de se sentir plus libre intérieurement.
Alors, ce climat propice, il est constitué de 3 conditions. Et c'est celle-ci que le thérapeute va essayer de mettre en œuvre. Il y a donc 3 conditions qui vont permettre de relancer le processus de croissance de la personne. La première, c'est une écoute empathique. La deuxième condition, c'est l'authenticité de la personne qui écoute. On appelle ça aussi la congruence. Et la troisième condition, c'est de porter, autant que faire se peut, un regard positif inconditionnel sur mon interlocuteur. Si tu veux, ces 3 conditions, ces 3 attitudes, c'est un peu l'équivalent de ce que tu fais quand tu veux faire pousser une plante. Si tu mets une graine d'une plante sur le bitume, elle ne va pas grandir, il ne va rien se passer. Les conditions ne sont absolument pas favorables. Par contre, si tu lui donnes des conditions favorables, des conditions facilitantes, comme on dit dans notre jargon, par exemple, tu mets comme autrefois, quand on était enfant, la graine du haricot sur du coton un peu humide avec de la chaleur et de la lumière, et que tu en prends soin, eh bien, elle va commencer à germer, elle va grandir. Eh bien, c'est la même chose avec les personnes. Dans le fond, ce que nous dit Rogers, c'est qu'on est le thérapeute ou l'écoutant va mettre en place un savoir-être. Parce que ces attitudes, elles appartiennent à la personne, elles sont mises en place par la personne elle-même. Donc là, on est vraiment dans du savoir-être et non pas du savoir-faire. Il ne s'agit pas du tout d'une méthode à mettre en place, Ce n'est pas une approche techniciste. Ce sont bien des attitudes, tout simplement. Et on peut les résumer par la notion dans le fond, de qualité de présence, c'est-à-dire ouverture à l'autre, chaleur, disponibilité. Voilà des termes qui permettent peut-être de mieux comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce qui va me permettre de me mettre en position d'écoute. Je suis surpris parce que les termes que tu emploies pour définir ces conditions, c'est des termes qui sont relativement simples, j'allais dire, à mettre en place. Et pourtant, ça demande quand même un apprentissage. En effet, je pense que ce n'est pas inné, ce n'est pas acquis de se mettre à l'écoute de l'autre. Ça s'apprend. Et malheureusement, c'est là où on s'aperçoit que tout le système éducatif est à revoir entièrement. Comment est-ce possible qu'une société qui recherche le bonheur des gens, qui recherche le développement des personnes, comment est-ce possible que notre société n'a pas encore pensé à donner des cours sur l'écoute alors qu'on sait parfaitement le pouvoir et la puissance de l'écoute sur le développement de la personne? Tu parlais de société. Et du coup, je me demandais si l'écoute était applicable dans d'autres domaines de la société. Là, tu vois, en posant cette question, je pense notamment en politique avec les conflits. En fait, l'écoute, telle que Rogers l'a définie, ou en tout cas a présenté les conditions de cette écoute est fondamentale dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation avec les enfants, dans la relation du soin, dans la relation de santé, en pédagogie, en éducation, à l'école, et bien entendu dans les relations de couple. Tu sais, j'ai reçu en tant que thérapeute de nombreux couples en thérapie. Et j'ai vu que la plupart des difficultés, c'est que les conjoints ne s'écoutent pas. Ils ne s'entendent pas. Au sens de ce qu'ils ne se comprennent pas, ils se crêpent le chignon. Comment aller bien ensemble s'ils ne s'écoutent pas? Et tu viens de mentionner la politique, c'est évident que si nos dirigeants étaient formés à l'écoute, il y aurait sans doute moins de conflits inutiles. D'ailleurs, à ce sujet, il faut savoir que Carl Rogers est intervenu dans de nombreux conflits internationaux pour faire de la médiation, plus exactement de la facilitation, essayer de faire que les parties opposées puissent s'écouter, s'entendre, se comprendre. Il a été en Afrique du Sud, en Amérique centrale et aussi en Irlande. Il y a eu un film qui a été tourné d'ailleurs sur cette action qu'il a faite à l'époque de la guerre civile. Donc je crois profondément que l'écoute est fondamentale dans tous les domaines. Juste avant, tu parlais des conditions, des attitudes à mettre en place dans leur relation pour qu'il y ait, comme tu disais, un climat propice. Donc tu as cité l'écoute empathique, la congruence et le regard positif inconditionnel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire ? Oui, en mentionnant tout d'abord que ces attitudes sont accessibles à tout le monde. C'est ça qui est important de bien noter. Alors la première attitude dont je voudrais parler, c'est la congruence. Alors qu'est-ce que c'est que la congruence ? C'est tout simplement l'état d'accord interne entre ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'exprime et comment je me comporte. Alors évidemment,
ça veut dire être conscient de soi, de sa propre expérience, de ce que je ressens, et éventuellement aussi de pouvoir l'exprimer, ou en tout cas de le vivre, de l'exprimer à travers des paroles, mais aussi à travers mon comportement non verbal. Pour exprimer ça en termes négatifs, on peut dire que, dans le fond, la congruence, c'est ne pas porter un masque, ne pas vouloir être autre chose que ce que je suis dans le moment présent. Prenons des exemples. Combien de fois, quand je regarde la télévision, qu'on écoute des personnes, des hommes politiques par exemple, ou des personnalités du showbiz, on sent bien que la personne est derrière un masque, qu'elle se protège, qu'elle est dans une posture un peu artificielle, que son sourire sonne faux, que ce qu'elle dit ne correspond pas vraiment à ce qu'elle ressent. On le sent parfaitement. En tout cas, moi, ça me met mal à l'aise. Voilà des exemples d'incongruence. Et à la télévision, il y a beaucoup d'exemples de ces personnes incongruentes. Elles expriment des choses qui ne sont pas vécues intérieurement, qui ne correspondent pas à leur propre ressenti. Des personnes qui semblent fausses. Mais c'est effectivement parce qu'elles ne sont ni réelles ni authentiques. La perception est juste. Et la congruence, c'est tout le contraire. Ça nous parle d'authenticité et d'être réel, d'être vrai. Évidemment, ça nous amène à cette histoire de conscience de soi et à la volonté de se montrer tel que je suis. Dans le fond, la congruence, c'est une cohérence avec soi-même, une intégrité, une honnêteté intérieure, tout simplement. On a tous fait l'expérience de se sentir mal à l'aise face à certains personnages. Et on se demande, mais pourquoi je suis mal à l'aise ? Pourquoi j'ai pas envie d'aller plus loin dans le dialogue avec cette personne ? C'est tout simplement parce qu'on sent qu'il y a un décalage. Il y a un hiatus chez elle, quelque chose qui sonne faux. Et ça ne donne pas confiance, ça ne donne pas suffisamment de confiance pour pouvoir se livrer. Car pour pouvoir m'ouvrir, me livrer à quelqu'un, pour pouvoir exprimer quelque chose de mon intimité, j'ai vraiment besoin de savoir que l'autre est consistant, cohérent, vrai, honnête, authentique. Parce que c'est ça, la congruence. Tu parlais aussi d'empathie. Oui, on peut parler de l'empathie, de l'écoute empathique. C'est une attitude également fondamentale pour l'écoute, bien entendu. Finalement, tu sais, dans les relations entre les êtres humains, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à se comprendre, parfois. Tu imagines, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre, et chacun vit dans un monde totalement différent. Et on arrive quand même à se comprendre de temps en temps. Et ça, c'est grâce à l'empathie. Chacun des 8 milliards d'êtres humains vit dans son propre monde. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné. Quel rapport entre le monde intérieur d'une personne née sur le trottoir de Calcutta, d'un jeune homme né dans les quartiers chics de Paris, d'un indigène maya qui vit au fond de la jungle du Mexique, le monde intime d'un dirigeant politique ou celui d'un moine bouddhiste. Imagine les différences qu'il y a entre tous ces univers. 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards de planètes totalement différentes. Et la question, c'est effectivement comment peut-on arriver à se comprendre ? Parfois, ça arrive. C'est un peu comme un miracle. Peut-être le miracle de l'empathie, c'est-à-dire d'essayer de me mettre à la place de l'autre pour comprendre quel est son monde, comment il vit à l'intérieur de ce monde, comment il s'y sent. Dans le fond, oui, l'idée de l'empathie est une riche idée, parce que c'est grâce à elle que l'on peut arriver à s'entendre. L'empathie, c'est un mouvement vers le monde de l'autre, c'est se mettre à sa place ou dans ses chaussures. Tu vois, l'empathie, ce n'est pas du tout naturel. Il faut cesser de jouer les innocents. L'empathie, c'est même un effort, parce que ce n'est pas inné, ce n'est absolument pas naturel. Le mouvement naturel, c'est bien plutôt d'être centré sur soi, sur ses propres besoins. Tout à l'heure, je parlais des parents qui sont tellement occupés par leurs propres soucis qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la disponibilité de s'intéresser à leur enfant. Alors que l'empathie, en fait, nous invite à aller vers l'autre, nous oblige à aller vers l'autre. C'est un mouvement très particulier, qui n'est pas naturel. En plus, c'est aller en direction d'un monde qui nous est totalement inconnu. Mais ça, on ne nous l'a jamais appris, on ne nous l'a jamais enseigné. Donc concrètement, être empathique, c'est essayer de comprendre le récit de l'autre, mais au-delà, ce qu'il vit, comment il expérimente sa vie, quel est son vécu par rapport à ce récit. En termes psy, dans notre jargon, on appelle ça rentrer dans la subjectivité de l'autre. C'est entrer en contact avec le monde subjectif d'autrui.
Mais en termes simples, c'est tout simplement, ça veut dire se mettre à la place de l'autre. C'est essayer de comprendre ce qu'il vit, comment il voit le monde, quelle est sa manière à lui, personnelle, unique d'être au monde. Alors, je voudrais ajouter quelque chose à ce sujet, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est qu'il faut avoir de la curiosité. Ça, c'est une qualité absolument essentielle. Sans curiosité vers l'autre, vers l'humain, il ne peut pas y avoir d'empathie possible. Parce que, en plus, dans notre définition de l'empathie, il s'agit aussi de communiquer ma compréhension et de la vérifier avec l'autre. Et ça, c'est important parce que, du coup, on initie un dialogue avec autrui. Et on entre dans le fond en relation, on crée une rencontre. Je vais vérifier que ce que je comprends du monde de l'autre est juste ou pas, avec l'autre. Éventuellement, il me corrige, il précise, et du coup, on peut avancer dans la compréhension de son propre univers. Et le fait que moi, je cherche à comprendre, à entrer dans son univers, lui, ça l'aide également à naviguer plus facilement dans son univers, peut-être à mieux se comprendre. Donc, si je suis dans cette écoute empathique, cela va aider l'autre à s'ouvrir, il va se sentir en confiance, et plus je suis dans un mouvement vers lui, grâce à cette empathie, alors en principe, il va avoir suffisamment de confiance pour pouvoir se livrer et explorer un peu plus de sa propre intimité. Alors quand tu dis entrer dans l'intimité de l'autre, tu vois, ça me fait penser à une situation dans laquelle je me suis retrouvé plusieurs fois même, où j'ai bien senti que mon envie d'être en lien, c'était pas toujours la bienvenue, tu vois. Alors malheureusement, Charlie, les gens ont peur de la rencontre dont je parle, une rencontre authentique. Si tu observes, la plupart des relations sociales, même entre amis, sont assez superficielles. Mais pourquoi ? Mais parce que l'intimité fait peur. Elle oblige à se dévoiler, à se montrer, à baisser la garde, à enlever l'armure, finalement à être authentique. Et il se trouve que se montrer, s'ouvrir donc, et exposer un peu de son intimité, eh bien cela semble terrifiant. On le voit bien dans les groupes de rencontres qui ont été initiés par Carl Rogers. Au début, par exemple, les participants conservent leur masque et les échanges se font de carapace à carapace, de masque à masque. Chacun reste sur son quant à soi, utilise le masque social auquel il est habitué. Mais peu à peu, on observe que les armures commencent à se rouiller et certaines personnes commencent à s'ouvrir et d'autres à réclamer plus de vérité dans les échanges interpersonnels. Il y a finalement un mouvement naturel, une quête de relations authentiques. Et cette quête, elle est totalement naturelle. Alors, évidemment, dans les groupes de rencontres dont je parle, c'est possible parce qu'il y a des thérapeutes, des facilitateurs. Mais en règle générale, les gens ne veulent pas changer. Or, se montrer tel que je suis, se montrer authentique, c'est prendre le risque de changer. Carl Rogers a dit quelque chose de très très vrai. Quand j'écoute profondément l'autre, alors je prends le risque de changer. Et effectivement, plus j'écoute l'autre réellement, plus cela risque de me faire voir un autre point de vue. Cela me fait modifier mes idées ou mes opinions. Et peut-être même, j'apprends quelque chose de nouveau. Tout ça, ça provoque un changement. Ça provoque une réorganisation psychique chez la personne. Donc on voit bien que cette peur de changer est un véritable obstacle à l'écoute empathique et à la rencontre. Dans le fond, la rencontre avec l'altérité est toujours un danger. Sauf évidemment si je l'accepte et si j'assume. Mais sinon, je préfère ne pas écouter plutôt que de prendre le risque de changer mon point de vue sur le monde ou de changer intérieurement. La rencontre avec l'autre, quand elle est profonde, elle est toujours transformatrice. Mais on a peur de ce changement. Oui, je comprends mieux le risque maintenant. Moi, j'aime bien l'image de voyage pour me représenter l'empathie. Tu sais, avec ma femme, on avait fait un voyage à pied à travers plusieurs pays et il nous arrivait de toquer aux portes pour dormir chez l'habitant. Et à chaque fois, on partageait nos histoires, on prenait un temps pour discuter, pour échanger nos idées, tu vois. Et même, en fait, les personnes qui nous accueillaient, elles aussi, nous racontaient leur vie. Et pour reprendre tes mots, elles nous partageaient aussi leur intimité. Et au fond, je pense vraiment que c'est cet échange qui a été nourrissant pour nous tous. Donc c'est comme ça vraiment que je me représente l'empathie.
Oui, je ne sais pas si c'est une bonne image ou une bonne métaphore, mais l'image qui m'est venue en t'écoutant, c'est celle du petit prince. Tu sais, celui au début qui visite les différentes planètes. Parce que j'ai parlé des mondes différents entre tous les habitants de la Terre, et toi tu parles de rencontres avec des tas de personnes différentes. Et tout d'un coup, je me souviens du début de l'histoire du Petit Prince, quand il visite les différentes planètes avec des personnages totalement invraisemblables. Celui qui allume les lampadaires, il y avait le milliardaire qui compte ses billets, le géographe qui ne bouge pas de son fauteuil, le vaniteux qui veut des applaudissements, le buveur. Et en fait, aucun d'entre eux n'a envie de créer une relation, une rencontre avec le petit prince. Chacun reste installé dans son petit univers, sa petite névrose, et le pauvre petit prince s'en va, dépité de ne pas pouvoir entrer en relation. Si ce livre a pu traverser les cultures et les époques, c'est qu'il nous parle de quelque chose d'essentiel. Il nous parle de ce besoin ontologique, fondamental de la relation vraie et de contact entre humains. Et à chaque fois, le petit prince reste un moment sur chacune des planètes, il est curieux, il essaie de comprendre qui est sur cette planète, ce qu'elle fait, cette personne, pourquoi, quel est le sens de sa vie, etc. Un peu comme un enfant, il est d'une grande curiosité. À chaque fois, il est véritablement intéressé par la personne qui est sur cette planète. Il a des questions naïves, innocentes, mais qui sont des questions sincères. Il a vraiment envie de comprendre pourquoi cet homme compte les billets toute la journée, et ainsi de suite. Il fait véritablement ce mouvement vers l'autre dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, c'est très triste, parce qu'il n'y a pas de répondant. Chaque personnage reste enfermé dans son identité, dans l'image qu'il se fait lui-même. En termes psy, on dirait qu'ils sont sclérosés, aliénés, figés dans un moi rigide. Oui, d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée. Je trouve que les enfants ont beaucoup plus de facilité à être empathiques. Et tu sais pourquoi? Si les enfants ont plus de facilité à écouter avec sincérité, c'est que les enfants sont dans un processus de transformation. Eux, ils n'ont pas peur de changer. Ils sont en transformation permanente. Ils sont prêts à recevoir une information nouvelle qui va les transformer. Mais nous, adultes, je ne sais pas pourquoi, on s'est figé dans une posture, on a créé un moi extrêmement figé, une image que j'ai construite, et je me suis enfermé là-dedans, et je ne veux plus en sortir. Et c'est pour ça que, très souvent, je ne veux pas écouter, parce que je ne veux pas être touché par l'autre. Parce que si je suis touché par l'autre, alors je suis transformé. C'est pour ça qu'on dit que c'est la relation qui guérit en thérapie. C'est la relation qui transforme. C'est parce que quelque part, l'autre va venir me toucher, va venir impacter quelque chose en moi. Et quand je suis touché émotionnellement, à un niveau intérieur, ou peut-être même intellectuellement d'ailleurs, pourquoi pas, alors il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de moi, qui se transforme. C'est pour ça que les adultes qui sont enfermés dans une image figée de leur propre self ont beaucoup de mal à écouter. Ils se sont construits un monde de croyances, un monde d'opinions, des idées politiques bien arrêtées, des idéologies, et ils ne veulent pas du tout en démordre. Mais tout ça, finalement, c'est un système de défense. C'est une manière de se protéger contre la transformation, contre le mouvement de la vie. Parce que la vie est mouvement. Héraclite disait « On ne se baigne jamais dans la même eau du fleuve ». Eh oui, le fleuve coule sans cesse. Il n'arrête pas de couler tout le temps. Mais l'être humain ne se baigne jamais dans la même eau. Donc on a parlé de la congruence, de l'empathie, et alors la troisième attitude. La troisième attitude dont parle Carl Rogers, c'est la considération positive inconditionnelle. On l'appelle aussi le regard positif inconditionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accueillir l'autre sans jugement, sans évaluation. Et alors là, on retrouve un peu cette idée de ne pas avoir de projet sur l'autre. C'est-à-dire, si j'accueille l'autre tel qu'il est, ça veut dire que j'ai supprimé toute idée de comment je voudrais qu'il soit. C'est ce côté inconditionnel. C'est-à-dire, je t'apprécie, je t'estime, je t'accueille, je t'accepte, mais sans condition. Ce n'est pas « je peux t'accueillir si tu fais ça, si et si, je peux t'accepter si tu te comportes de telle manière ». Non, c'est une acceptation totale de l'autre. Il y a une petite objection peut-être, on a quand même une difficulté avec cette notion. C'est qu'il faut bien distinguer entre la personne et l'acte. Parce qu'évidemment,
il y a des actes avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Certaines exactions, des comportements abusifs, des comportements manipulatoires. Il ne faut donc jamais oublier que la considération positive, inconditionnelle, porte non pas sur les actes, mais sur la personne. C'est cette idée-là qui personnellement m'aide à conserver ce regard positif sur l'autre, c'est-à-dire de considérer que l'autre fait le mieux qu'il peut à tout moment. Et la deuxième chose qui m'aide énormément, c'est de voir l'autre comme une personne en devenir, en transformation. Donc d'une certaine manière, je mets ces actes ou ces comportements que je réprouve entre parenthèses et je mets le focus, je porte mon regard sur la personne elle-même dans son processus de transformation. Après tout, alors évidemment en thérapie c'est peut-être plus facile, parce qu'après tout, si cette personne est en face de moi dans le cabinet, c'est évidemment qu'elle veut changer. Et si elle veut changer, c'est qu'elle souffre. Et à ce moment-là, évidemment, je peux ressentir de la compassion. En tout cas, je peux comprendre sa souffrance. Et là encore, le regard positif inconditionnel n'est pas du tout inné, loin de là. En fait, si tu observes comment nous avons été éduqués, à l'école, au lycée, etc., surtout le système éducatif français, on a été plutôt habitués à évaluer ou à juger. Et donc, une manière pour éviter ces évaluations constantes, c'est d'essayer et vraiment de voir la personne dans son processus de construction et de comprendre comment, dans le fond, elle s'est conditionnée, comprendre ses propres déterminismes, son histoire, le contexte dans lequel elle a vécu. Bref, tous les facteurs qui l'ont poussée à se construire de cette manière-là et comment elle a agi d'une manière répréhensible ou avec laquelle je ne suis pas d'accord. En tout cas, tout ça me permet de voir la personne comme capable de se transformer. Mais tu as raison, je me souviens qu'au début de ma formation, mais il y a déjà bien longtemps, j'étais un peu perdu avec cette notion de regard positif et d'amour inconditionnel. Je n'arrivais pas vraiment à faire la distinction entre les actes et la personne. À ce sujet d'ailleurs, je voudrais ajouter que quand on parle de regard positif inconditionnel, il s'agit surtout d'une attitude à mettre en place dans le cadre de la psychothérapie. Je ne suis pas certain que dans la vie de tous les jours, ce soit faisable ou même souhaitable. Eric Fromm, un auteur que j'aime beaucoup, dans L'Art d'aimer, explique que dans le fond, il y a deux sortes d'amour qui sont utiles. De manière schématique, il y a un amour inconditionnel, qui est souvent le propre de l'amour maternel. Il permet à l'enfant de se développer dans toutes les directions que l'enfant souhaite, sans condition de valeur. Mais il y a un autre amour qui serait l'amour conditionnel, qui serait l'apanage du père. Et cet amour-là est également utile parce que c'est un amour qui stimule, invite l'enfant ou l'adolescent à aller un peu plus loin, à se dépasser, à faire un effort pour obtenir ce dont il a besoin, pour s'actualiser. Donc, je trouve que les deux formes d'amour sont tout à fait utiles au développement et au processus de croissance. L'amour inconditionnel est aussi une forme d'amour conditionnel. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument distinguer les situations de la vie quotidienne et puis le contexte de la thérapie où là, effectivement, là je suis tout à fait en accord avec la position de Rogers, le regard positif inconditionnel du thérapeute est guérissant et bienfaisant et il est facilitant du processus de croissance. Donc le regard positif a son intérêt dans un domaine, dans un cadre bien spécifique, et alors je me demandais, par rapport aux autres conditions, c'est quoi leurs limites ? Bon, tu me poses là une question difficile. Je pense que ces attitudes dont on a parlé, comme n'importe quel sentiment, en fait, ou n'importe quelle caractéristique humaine, elles sont constituées de polarités. Ce sont des polarités. C'est-à-dire, elles ont leur aspect positif, dont on a parlé, mais elles ont aussi des aspects négatifs. Prenons par exemple la congruence, qui est indispensable, on l'a vu, pour tisser, pour créer une relation significative ou pour créer de l'intimité. Mais elle peut devenir contre-productive si cette congruence se confond avec une spontanéité débridée,
qu'elle est confondue avec une liberté absolue de dire n'importe quoi, n'importe quand. Bref, quand ça devient une forme de tyrannie de l'expression émotionnelle sans filtre. C'est-à-dire, parce que je pense effectivement, tout ce qui me traverse l'esprit, tout ce que je pense, n'est pas nécessairement quelque chose à exprimer. Donc tu vois, il y a l'aspect positif et l'aspect négatif de la congruence. L'empathie, c'est pareil. Elle est extraordinaire quand elle permet d'aller vers le monde de l'autre, pour le rencontrer. Mais l'empathie, c'est-à-dire la capacité de comprendre l'autre et ses motivations, eh bien, ça peut être aussi utilisé à des fins de manipulation. Je peux utiliser ma compréhension du fonctionnement de l'autre, de sa psychologie, pour arriver à mes propres fins et le manipuler. Et enfin, le regard positif inconditionnel qui permet à l'autre de se sentir accepté, non jugé, et qui est donc tout à fait facilitant pour lui permettre de devenir de plus en plus lui-même, mais ce regard positif inconditionnel, cette acceptation inconditionnelle peut aussi devenir une sorte de laisser-faire, voire de lâcheté, en tout cas une sorte d'attitude qui ne me permet pas de mettre des limites ou d'apprendre à dire non, alors que on sait, mettre des limites, créer un cadre, borner les choses, c'est très important, même dans le développement d'un enfant. Un enfant a absolument besoin d'avoir des limites claires, précises. Donc tu vois, ces trois attitudes portent en elles chacune sa propre polarité. Elles ont un aspect positif et un aspect négatif. Donc ce sont des attitudes qui sont très utiles en thérapie, parce qu'évidemment, on suppose que le thérapeute, surtout dans notre approche centrée sur la personne, notre approche humaniste, que le thérapeute a développé une éthique de la relation, c'est-à-dire une éthique fondamentale qui le conduit à utiliser ces attitudes dans leur aspect positif, c'est-à-dire au service de la relation thérapeutique et au service du processus de changement du client. Mais dans la vie de tous les jours, il faut faire attention. Je pense que tout dépend du type de relation que l'on souhaite mettre en place, si l'on veut créer ou pas une relation significative ou une relation d'intimité. Il y a des tas de circonstances où je n'ai pas spécialement envie de créer une relation d'intimité, une relation significative. Par exemple, lors d'un événement social sans conséquence, ou lorsque je vais acheter mon pain à la boulangerie du coin. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps, dans tous les contextes, une posture d'écoute telle qu'on l'a décrite. Par contre, si j'ai envie de créer une relation significative avec mon conjoint, avec mes enfants, avec un collègue de travail, avec un ami, alors là, ces attitudes sont utiles et une écoute empathique, authentique est vraiment nécessaire. Clément, on arrive doucement sur la dernière question de notre épisode. Alors pour conclure, c'est quoi l'écoute ? Au-delà des attitudes dont on a parlé, qui évidemment sont indispensables à l'écoute, notamment l'empathie. Je pense que l'écoute, c'est la base de toute relation humaine, et ce, depuis sans doute l'homme préhistorique. L'écoute telle qu'on l'a définie tout à l'heure, cette écoute phénoménologique, cette écoute sans projet, sans filtre, sans intention sur l'autre, cette écoute, c'est vraiment la base de n'importe quelle interaction humaine qui se veut constructive, significative et pleine de sens. Et je pense que c'est ce type d'interaction qui va enrichir chacun des deux interlocuteurs, qui permet à chacun de grandir un peu, parce que chacun va se nourrir. Et c'est également cette interaction qui rend moins seul et qui, dans le fond, crée de l'humanité. Tu sais, je pense, je ne suis pas le seul, que le monde, le vivant, s'est créé à travers la relation. Et de la même manière que l'être humain s'est construit à travers la relation. C'est à travers la relation, par exemple l'attachement à la mère, avec la théorie de l'attachement par exemple, que l'enfant va finalement se construire à travers cette relation et à travers le regard de l'autre. C'est aussi à travers la relation que l'on va créer des souffrances, que des souffrances vont émerger, des douleurs, des difficultés, des traumatismes. Et c'est également à travers la relation, avec le thérapeute par exemple, que l'on va penser ses blessures, penser PEN, c'est réfléchir sur ces blessures, les conceptualiser, les symboliser, et aussi bien entendu penser ces blessures dans PAN, c'est-à-dire les soigner, les aider à cicatriser. Donc c'est vraiment à travers l'autre
le thérapeute, les figures d'attachement, les figures initiales, que je vais changer, comme on a dit tout à l'heure, parce que je me laisse toucher, parce que je me laisse impacter par l'être de l'autre, par sa manière d'être au monde. Et alors, j'apprends, je me transforme, j'ouvre mes perspectives, mes horizons, je découvre de nouvelles choses, je m'enrichis. J'intègre des parties de moi qui étaient auparavant niées ou aliénées. Ça me fait penser à Goodman qui disait « Tout apprentissage est thérapeutique », c'est-à-dire il transforme. Et toute thérapie est un apprentissage. Effectivement, c'est un apprentissage de la vie, en tout cas la thérapie telle que moi je la conçois, un apprentissage de la relation, un apprentissage de soi. Et l'écoute de l'autre me conduit à l'écoute de moi, et cela me permet de me définir davantage comme être humain, comme un être humain unique. Avant de finir, si tu avais un livre à conseiller à nos auditeurs, ça serait lequel ? Alors un livre classique qui se lit très bien, très facilement, pour les personnes qui veulent découvrir la pensée de Carl Rogers, c'est le livre qui s'appelle « Le développement de la personne » de Carl Rogers. C'est un livre vraiment fondamental, qui se lit très facilement et qui est très facile à trouver. C'est vraiment le livre que je recommande le plus. Merci Clément d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience et de nous éclairer sur un sujet aussi fascinant. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cet épisode avec autant d'attention. J'espère sincèrement que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si vous voulez soutenir ce projet, n'hésitez pas à partager et noter cet épisode. Pour en savoir plus sur l'organisme de formation ACP France, je vous invite à visiter le site www.acpfrance.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.